Bonjour à tous, bienvenue dans le débrief. Le Maroc est visé du fait qu'il est un État pleinement constitué depuis plus de 12 siècles, outre une histoire amazigh au long cours, et que depuis plus de 4 siècles, il est gouverné par une monarchie citoyenne présidant à la destinée du pays et la façonnant dans une symbiose totale entre le trône et le peuple. C'était un extrait du discours de la révolution du roi et du peuple prononcé hier par le roi Mohamed VI. Le souverain est revenu sur les menaces pesant sur le royaume, pris pour cible dans sa sécurité et stabilité. Un discours fort, très fort, où le roi Mohamed VI revient sur les attaques portées ces derniers mois contre le Maroc. Mais l'État marocain est fort et, s'exprimant dans le même discours sur les élections générales qui sont à nos portes, Sa Majesté dit, extrait, il tire sa force de ses institutions et de l'unité et de la cohésion de ses composantes nationales. Nous parlerons donc en seconde partie des élections qui sont à nos portes. Et nous en parlerons avec nos invités. Hassan Alaoui, vous êtes directeur fondateur, cofondateur de Maroc Diplomatique et aussi du site qui va avec, marocdiplomatique.com. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Mohamed Zainabi, vous êtes rédacteur en chef de l'Observateur du Maroc. Bienvenue et merci aussi à vous d'avoir répondu à notre invitation. Donc nous allons consacrer l'axe 1 de cette émission au discours de Sa Majesté prononcé hier soir. Extrait. Quelques pays, notamment des pays européens comptant paradoxalement parmi les partenaires traditionnels du Maroc, craignent pour leurs intérêts économiques, leurs marchés et leurs sphères d'influence dans la région maghrébine. Certains de leurs dirigeants ne saisissent pas encore que le problème ne réside pas dans les régimes des pays du Grand Maghreb, mais bien dans les leurs, toujours teintés d'un passéisme désespérément rétif aux évolutions du temps. Par ailleurs, les derniers mois ont révélé que ces pays connaissent un affaiblissement du respect des institutions de l'État et de ses principales missions traditionnelles. Fin de l'extrait. Mohamed Zainabi, je commence par vous. Le roi, dans son discours, ne désigne personne, mais on a compris qu'il revient sur la dissension avec les Allemands essentiellement et les Français qui s'en sont pris, chacun à sa manière, au Maroc, et dans ce que le souverain appelait une distribution des rôles. Est-ce qu'on pouvait s'attendre à une telle sortie après ce qu'on peut appeler une cabale médiatique en Europe ? Alors, bien sûr, on s'attendait à ce que le roi lance des messages forts parce que la cabale dont vous parlez a dépassé véritablement ses limites. On a bien vu qu'une véritable campagne médiatique a été orchestrée et a duré. Et le Maroc, avec une position sage, n'a fait que demander des preuves de ce qui était allégué. Qu'est-ce qui vous a marqué dans cette campagne médiatique, justement, qui date de la moitié de juillet, je pense C'est l'absence de preuves des graves accusations qui sont portées à l'encontre du Maroc. Dire qu'on a espionné des présidents, des parlementaires, des militants, etc., c'est trop facile à dire, mais c'est très difficile à prouver. Et la preuve, c'est que jusqu'à présent, on attend toujours les preuves demandées par le Maroc, à telle enseigne que la campagne aujourd'hui se fait oublier, et même des médias internationaux se désolidarisent avec le Forbidden Stories en demandant eux aussi des preuves. Dernièrement, le média français Le Causeur.fr a jeté un véritable pavé dans la mare en disant, en appelant même nommément le Monde à présenter les preuves de ce qui a été allégué contre le Maroc. Le Monde, mais pas avec Le Monde, excusez-moi, je vous coupe. Le Monde, il y a eu aussi France 24, il y a eu aussi exactement, RFI, c'est des 7 médias qui se sont passés le mot pour sortir au même temps les mêmes accusations, avec les mêmes formulations parfois qui changent de temps d'un média à l'autre, mais le fond est le même. Ils voulaient diaboliser le Maroc, mais on a bien vu que le Maroc a recouru à la justice française, qui est connue par son indépendance, pour rétablir la vérité. Et la vérité aujourd'hui est que, où sont les preuves, sachant qu'à l'origine de toute cette cabale, il y a bien sûr un centre dépendant d'Amnesty International, et on sait l'inimitié, et on sait presque la haine atavique qu'exprime étrangement et mystérieusement cette ONG internationale censée défendre les droits humains
contre le Maroc. Et on se demande pourquoi le Maroc est ciblé en particulier, alors que le rapport d'Amnesty est censé parler au moins d'une quarantaine de pays et au moins d'une dizaine de pays qui seraient de gros espions, entre guillemets. Donc, toute cette cabale tombe à l'eau. Aujourd'hui, le roi Mohamed VI a répondu aux instigateurs et probablement aux pays qui sont derrière une telle cabale en leur disant que le Maroc ne va absolument pas arrêter sa marche vers le développement de ces institutions, vers plus de démocratisation. Le Maroc a mis le cap sur le développement socio-économique. Il y a énormément de chantiers à venir qui vont s'ouvrir. On entre avec le nouveau modèle de développement qui viennent essentiellement d'Europe, les marchés. Et voilà, et justement, et le roi Mohamed VI l'a bien souligné, on est en face de pays qui ne veulent absolument pas sortir de leur dirigisme, qui voient toujours le Maroc comme un petit pays qu'on peut mener véritablement à travers des rapports, etc. Or, et le roi Mohamed VI l'a bien souligné, aujourd'hui, le monde entier assiste surpris à l'affaiblissement de ces pays donneurs d'ordre. On a bien vu, par exemple, qu'à Berlin, des jeunes se sont ameutés pour aller casser des vitrines et voler des appareils électroménagers. Je veux dire, ça montre en fait ce que des pays aussi puissants que l'Allemagne essaient de cacher, c'est que ça va très très mal chez eux. Alors, je reviens un peu sur ce que vous disiez, sur des visions un peu passéistes. Donc, je vous relis un extrait du discours. Les termes sont véritablement forts, les termes sont véritablement précis et forts. Agrippé, alors je cite, agrippé à des positions préétablies et à des considérations obsolètes, les ennemis de l'intégrité territoriale du Maroc, du royaume, ne souhaitent pas que le Maroc demeure la nation libre, forte et influente qu'il a toujours été. De plus, quelques pays, notamment des pays européens comptant paradoxalement parmi les partenaires traditionnels du Maroc, craignent pour leurs intérêts économiques, leur marché et leur sphère d'influence dans la région maghrébine. Fin de citation. Hassan Alaou, votre commentaire sur ça? Donc la vision passéiste, on remet un peu le Maroc dans son histoire millénaire que nous connaissons, mais qu'apparemment tout le monde ne connaît pas. Si vous permettez, il y a un enchevêtrement des événements, de faits incontestables, que Sa Majesté donc a relevé. Et je voudrais souligner pour commencer d'abord l'importance, la signification, si vous voulez, le poids fondateur de ce discours. Parce que c'est un discours qui a déballé tout avec pédagogie, n'est-ce pas? C'est un discours qui incarne une sorte à la fois de sagesse, d'espoir, de franchise, de pédagogie, que évidemment le roi a tenu à exprimer, à afficher. Et donc, je parle d'enchevêtrement parce qu'il y a des points dans les points. Pour commencer, l'histoire des pays européens, il faut voir une sensible analyse du souverain qui fait qu'il parle sans les citer de certains pays, bien sûr. Mais on devine, n'est-ce pas? On devine, hormis l'Espagne et la France qu'il a cités à la fin, mais on devine qu'il s'agit de l'Allemagne et surtout du fameux think tank qui a établi une étude il y a quelques mois, arbitraire, non fondée. Il s'agit de l'Institut allemand des affaires internationales et de sécurité, dans un rapport qui est intitulé « Rivalité maghrébine sur l'Afrique subsaharienne, l'Algérie et la Tunisie cherchent à suivre les pas du Maroc ». Et ce think tank, naturellement, qui est de l'État allemand, financé par l'État allemand, c'est donc quasiment officiel, fait dire que tout simplement, il faut arrêter la croissance, il faut arrêter la marche, l'expansion
entre guillemets, de ce Maroc qui est en train de créer un déséquilibre par rapport aux pays voisins, en l'occurrence l'Algérie et la Tunisie. Et ils le disent dans le rapport. Bien sûr, Sa Majesté n'a pas du tout parlé de ces pays, mais on sent qu'il cite, je veux dire tacitement, il parle de l'Allemagne. Donc il n'y a que ce pays, quand il dit les pays européens qui nous sont très proches, ou proches à la limite. Mais évidemment, il a parlé de la France. Il y a une différence, c'est-à-dire qu'en fait, la France, ça reste le pays ami, l'allié traditionnel, n'est-ce pas? Parce que de toute façon, il y a toute une disposition de la France par rapport naturellement à l'affaire du Sahara, et parce qu'aussi, bientôt, le président Macron va présider aux destinées de l'Union européenne, et parce qu'aussi l'Espagne, c'est le voisin immédiat géographique, géopolitique, historique, humain, sentimental. Donc, on ne peut pas, si vous voulez, se chiffonner par rapport à ces pays qui sont immédiats. L'Allemagne, elle a joué un mauvais rôle cette année. Toute cette année, elle a montré son hostilité au Maroc. Ne serait-ce que, par exemple, dans la conférence de Berlin sur la Libye, où elle a d'office exclu le Maroc, qui est quand même un pilier fondamental dans la construction de la paix, dans le processus de règlement du plan de paix en Libye. Il y a eu la conférence de Berlin de janvier 2020 où le Maroc a été tout simplement exclu, écarté. Il y a eu de la protestation. Et de l'hostilité. La deuxième conférence de Berlin où le Maroc a été invité, où il n'est pas parti. Mais juste après la conférence de Berlin, le Premier ministre et le chef du gouvernement, plus la ministre des Affaires étrangères, le chef du Parlement, plus la ministre des Affaires étrangères, sont venus directement au Maroc. Oui. Donc on peut considérer que le Maroc est inclus dans ce processus. Bien entendu. D'une manière crédible en plus. Bien entendu. Mais il reste quand même le fond d'une hostilité qui ne dit pas son nom, n'est-ce pas, qui peut-être changera ou encore avancera dans le mauvais sens après l'élection de septembre, où Mme Merkel va quitter un petit peu la chancellerie, parce qu'il y a quand même une relève qui se prépare, et là, c'est l'inconnu. Alors, donc, je souligne, c'est l'analyse royale qui est très, très pertinente, n'est-ce pas? L'autre aspect, évidemment, du discours, c'est tout simplement le fameux, si vous voulez, la fameuse hostilité nourrie par certains voisins pour absolument fausser la relation ou détruire même la relation entre le Maroc et nos partenaires traditionnels en Europe. Et il s'agit évidemment de la fameuse des attaques nourries par le gouvernement voisin algérien, que le roi n'a pas cité, n'est-ce pas, par élégance et aussi parce que on en a assez, si vous voulez, de parler de ces gens, de ces voisins qui sont ingrats, comme il a été démontré pendant les incendies de forêt, n'est-ce pas? Et donc, on est là, le Maroc reste serein. Aujourd'hui, il consolide sa position. Et le Maroc, c'est un leader. Ce n'est pas faux, ce que disent depuis 5 ou 6 ans aujourd'hui certains journaux européens, en l'occurrence français, où ils parlent de puissance régionale. C'est une vérité qui dérange, évidemment. Et le roi a demandé à ce qu'on consolide cette espérance, cette vertu d'être un peu le pays, si vous voulez, africain, le pays qui s'engage, le pays solidaire et tout. Et c'est ça qui fait notre grandeur aujourd'hui et qui dérange évidemment certains autres. Oui, mais à bien écouter le roi et à bien lire son discours, finalement, on a le sentiment que le roi impute la responsabilité de ce qui est en train de se passer entre le Maroc et l'Algérie, comme vous le dites, pas uniquement à l'Algérie, mais à des pays européens qui œuvrent à diviser le Maghreb. Donc, vous en avez parlé, c'est sur l'Allemagne, mais on peut aussi trouver autre chose parce que... exactement, je n'exclurais pas... La dissension avec l'Espagne, c'est parce que Brahim Rali était en Espagne d'une manière et je discrète. n'exclurais pas certains hommes politiques français... Si Mohamed a parlé des donneurs d'ordre, et donc j'allais dire, le processus économique aujourd'hui qui fait du Maroc ce qu'il est, n'est-ce pas, comme vous disiez là, tout de suite, c'est ça qui dérange aussi. On est une puissance régionale et pas seulement dans la littérature, on est une puissance régionale qui se constitue avec
un produit national brut, avec des investissements. Ce que dit le roi, je reprends donc une citation. Par ailleurs, les derniers mois ont révélé que ces pays, donc les pays dont il parle, on est en train d'en parler pour dire les choses, c'est Espagne, France, Allemagne. Même si le roi entretient des relations, garde des relations particulière avec le président Macron et avec le Premier ministre Pedro Sánchez, mais il y a tout ce qui se passe autour. Alors je continue la citation. Par ailleurs, les derniers mois ont révélé que ces pays connaissent un affaiblissement du respect des institutions de l'État et de ses principales missions traditionnelles. Ainsi, il nous vaudrait façonner à leur image et pour porter atteinte à la respectabilité de nos institutions nationales, pour s'appeler leur autorité, ils les accusent de bafouer les droits et libertés. Ils ne veulent pas admettre que les règles du jeu ont changé. C'est un discours qu'on entendait, que les moins de 20 ans ne peuvent peut-être pas connaître, c'est un message mais que les plus âgés connaissent bien. C'est un message très fort, mais c'est justement ce passéisme, cette façon de voir le Maroc qui pose problème. Tout à l'heure, Hassan disait que en France, de toutes les façons, nous la percevons comme pays ami, traditionnellement ami, etc. Mais cela n'exclut pas qu'il y a des hommes politiques qui cherchent une noise au Maroc constamment et ils profitent de toute la moindre petite occasion pour salir son image. Et on a bien vu que, par exemple, quand le Maroc dépassait en nombre de vaccinés la France, certains parlementaires disaient presque comment un petit pays comme le Maroc pouvait dépasser la grande France. Mais aujourd'hui, ils doivent se détromper. Le Maroc n'est pas le petit pays qu'ils regardent, c'est un pays qui se construit au jour le jour, qui ouvre de nouveaux chantiers, qui a certes, nous n'allons pas verser dans une mégalomanie, qui a certes ses problèmes, mais qu'il règle dans le dialogue, qui prépare ses rapports d'une manière la plus concertée possible, qui d'ailleurs fait très attention à ce qui s'écrit sur le Maroc, d'où sa réponse énergique à une ONG comme Amnesty International. Sinon, on aurait été un pays qui versait dans la dictature, on s'en foutrait presque de ce qui pourrait s'écrire. Qu'est-ce que ça pourrait nous faire un rapport de plus de je voudrais souligner, c'est dans l'affaire dont il a parlé beaucoup, mais il n'a pas cité bien sûr de Pegasus, parlons-en nous, parce que nous sommes là pour en discuter. Clair, ça parle de ça. En filigrane, j'ai beaucoup apprécié l'appréciation de Sa Majesté, n'est-ce pas, adressée au service de sécurité marocain. Donc si vous ne rendez pas hommage à ce que le Maroc opère pour vous aider, pour vous sauver même parfois, n'est-ce pas, contre le terrorisme et tout. Moi, je souligne, je dis bravo et félicitations à nos services. Excusez-moi, Hassan Alaoui, j'étais en train de penser justement à vous poser cette question. Alors voilà l'extrait du discours. Vous voyez sur ce que vous êtes en train de dire maintenant. Les artisans de ce travail de SAP ont orchestré une vaste campagne de dénigrement à l'encontre de nos institutions sécuritaires. Ils tentent ainsi de porter un coup à leur niveau de maîtrise élevé et à leur efficacité à préserver la sécurité et la stabilité du Maroc. Ils cherchent par là même à jeter une ombre sur l'effort d'appui et de coordination qu'elles assurent au bénéfice de notre environnement régional et international, et ce, de l'aveu même de quelques-uns de ces pays. Donc on peut être roi du Maroc, on peut parler d'une manière très calme et dire des mots très durs, c'est-à-dire reconnaître l'efficacité et la maîtrise des services de sécurité et rappeler que ces services de sécurité assurent non seulement notre sécurité, mais celle de notre environnement régional, et même loin parce que ça se déploie aussi en Russie et aux États-Unis. Je trouve ce passage extraordinaire, parce qu'en fait, c'est pour ça que je vous ai coupé pour le lire, parce que il met en évidence la confiance que le chef de l'État, donc que Sa Majesté, n'est-ce pas, inspire ou fait à nos services, à leur efficacité, à leurs compétences, et évidemment, il le dit pour répondre à tous ceux qui se sont dernièrement dressés, n'est-ce pas, les rapports aidants et la mauvaise foi aussi affichés contre nos services, justement. Et c'est pour ça que... Paradoxalement, justement, on relève là un antagonisme, une contradiction flagrante de la part de ces pays donneurs de leçons. C'est qu'à la fois, ils remercient le Maroc pour les avoir sauvés d'attentats qui auraient été dévastateurs et sanglants, et de l'autre,
Dès qu'il y a un rapport qui sort, il se trouve parmi certains hommes politiques, etc., qui essaieraient de dire le Maroc va trop loin. Il faut pas avoir la mémoire courte. En fait, je rappelle. Il faut absolument pas avoir la. On rappelle. Quel crédit accorder à cette affaire de Pegasus quand on sait que déjà en 2019, il y a eu une tentative de déstabilisation par, le même groupe, de journaux, par la même Amnesty International, mauvaise foi et tout, qui n'ont pas encore répondu, aux sollicitations du Maroc formulées devant la justice en 2019. On attend toujours. L'affaire est en justice, parce que le Maroc aussi a porté plainte. Oui, mais c'est ça, parce qu'on a demandé des preuves. Mais aujourd'hui encore, comme en 2019, il n'y a pas de preuves. Donc c'est quelque chose qui fait pchit, comme on dit. Exactement. Ça tombe à l'eau et le Maroc est serein. Et on ne peut pas l'empêcher aujourd'hui de continuer sa marche de progrès, sa marche de solidarité, ses engagements. Non, de toutes les manières, ça, Hassan Alaoui, excusez-moi, je vous interromps encore une fois, de toutes les manières, la marche de progrès, de civilisation, on l'a fait, qu'il le veuille ou pas. On est une monarchie, on est un pays très ancien. Sens du message il a dit, c'était le sens. De toutes les manières, c'est avec ou sans vous. Je disais qu'il ne faut pas avoir la mémoire courte. En novembre 2015, c'était bien ça, les attentats. Salah Abdeslam, c'était le Maroc qui avait révélé l'identité aux Français. Et pour Abdelrahim Abaoud, c'était le Maroc, encore une fois. Et ça, il faut le savoir, et ça a été dit et reconnu par les plus autorités françaises. Le message du président Hollande au roi du Maroc. Et il y a quelques mois, les services de sécurité marocains ont envoyé des informations clés qui ont permis d'interpeller une dame qui se préparait à commettre un attentat, etc. Et là encore, paradoxalement, on a attendu un moment pour que le gouvernement français parle du Maroc comme étant la source de l'information qui a sauvé le Maroc. Un pays. Alors, je cite le Sri Lanka quand même, qui est un pays très lointain, et évidemment qui a été, placé dans le danger, que les services marocains ont sauvé. Mais c'était aussi le cas en Afghanistan en 2001. On ne revient pas tous. Si on n'aurait pas assez d'une émission. Je voudrais vous poser une dernière question sur ce discours. Le roi Mohamed VI le dit clairement. Il y a une vaste tentative de déstabilisation et de division du Maghreb. Voilà. En gros, il le dit clairement. Dans ce message, encore une fois, qui est très fort. On va conclure sur cette phrase. Je voudrais vous expliquer un peu ça. Alors. D'abord, le roi montre que le Maroc et son souverain tiennent au Maghreb, que le sens de l'histoire, c'est ça, c'est l'unité. Et on a bien vu que plusieurs fois, le roi Mohamed VI a tendu la main aux Algériens vers justement aller dans le sens de l'histoire et donc dans le sens de l'unité. Mais ces messages n'ont pas encore été entendus, et le roi Mohamed VI, en parlant du Maghreb, il n'a pas cité l'Algérie, parce que à qui parler aujourd'hui en Algérie? Si les Algériens eux-mêmes disent que le régime en place était légitime, que le président Tebboune ne présente que lui-même et ne les présente pas, que les généraux doivent rentrer à leur caserne. Donc, voilà. Il ne cite pas l'Algérie aussi parce qu'il leur a tendu la main il y a 3 semaines. Et il y a 2 ans. Et avant aussi. Votre conclusion sur cette tentative de déstabilisation et de division du Maghreb, c'est important. Ma conclusion, que le Maroc est un pays fondateur de l'Union du Maghreb arabe, de l'UMA, le 17 février 1989, à Marrakech, l'acte de naissance de l'UMA. Le Maroc a toujours soutenu, et Dieu sait, il y avait donc Hassan II à l'époque, il y avait Kadhafi, il y avait Chadli Ben Jdid, le Mauritanien Ould Taya, il y avait, et le Tunisien aussi Ben Ali, tous. Ce sont vraiment des dirigeants qui ont jeté leur espoir et tout fait pour que ce projet réussisse. Ce projet n'a pas réussi, pourquoi? Tout simplement parce que l'Algérie a connu des bouleversements, la décennie noire et tout ça, et des violences. Et donc,
ce n'est pas la faute du Maroc si ce Maghreb n'a pas fonctionné. Mais il reste quand même que le Maroc est cofondateur de l'Union du Maghreb arabe. Aujourd'hui, Sa Majesté, avec plein de sagesse, plein de délicatesse, aujourd'hui, il fait la part des choses et il garde implicitement la porte ouverte. Il n'insulte pas l'avenir. Et cette question maghrébine, rapidement, cette question maghrébine, en parlant, le souverain, la place dans le temps dynastique, dans la durée. Le temps long. Voilà, et le temps politique de Tebboune et de son cercle est en fin de vie, donc on espère pour ce pays qu'il sera gouverné. Le Maroc, aujourd'hui, c'est l'incarnation de l'espoir, de l'engagement toujours, de la solidarité, n'est-ce pas? Et surtout, en interne, de la continuité irréversible, inflexible de notre politique, si vous voulez, de réforme, donc comme il a dit hier, et de chantier. Une construction du Maghreb. Ça, et la confiance dans les institutions. Une construction du Maghreb qui continue donc avec une implication dans la résolution du conflit libyen, des contacts très poussés, rapprochés avec les Mauritaniens, une aide et une collaboration, une coopération très poussée aussi avec les Tunisiens en temps de pandémie et une main tendue aux Algériens. Ça a été dit maintenant clairement dans ce discours de la révolution du roi et du peuple. On se retrouve dans quelques instants. Bienvenue dans cette seconde partie du débrief. Lors de la première partie, nous avons parlé du discours prononcé hier par Sa Majesté le Roi à l'occasion de la révolution du roi et du peuple. Dans cette seconde partie, nous parlerons des élections qui auront lieu, donc qui sont à nos portes, qui auront lieu dans quelques jours, peut-être 2-3 semaines, le 8 septembre exactement. Nous en parlons pour ceux qui nous rejoignent et bienvenue à elle et à eux. Hassan Alaoui de Maroc Diplomatique et Mohamed Zainabi de l'Observateur du Maroc. Alors, nous sommes en période de dépôt des candidatures et le phénomène de transhumance a marqué encore une fois transhumance estivale et préélectorale. Ce n'est pas de la transhumance normale, c'est de la transhumance préélectorale, estivale, que le RNI, par exemple, refuse d'appeler mercato. Vous voyez ce phénomène comment, sachant qu'il est interdit par la Constitution en période de législature? Alors, dans un pays qui reste quand même sur le plan de l'action politique dominé par ce que j'appellerais les professionnels de la politique, qui ne laissent pas beaucoup de champ à de nouveaux entrants en politique, à la jeunesse, aux femmes, etc. Il n'est pas du tout surprenant quand un professionnel politique ne se retrouve pas chez un parti X en tête de liste, qu'il aille se faire vendre ailleurs et espérer être le chef de file. Et on l'a vu, hein, même des grands noms, entre guillemets connus dans la sphère politique nationale, qui, sans gêne aucune, ont changé de camp, pour la simple raison qu'ils veulent absolument être tête de liste et réussir. En fait, vous parlez de Hamid Chabat. Par exemple, mais il y a d'autres. Il y a un autre qui est passé par 3 partis en 20 jours. Exactement. Oui. En 20 jours. En 20 jours, il a fait 3 partis. D'accord. Et on a même qui... On a raison de parler de mercato, alors. Oui. Mais et puis, vous avez aussi ceux qui ne font pas de mercato, entre guillemets, mais qui sont là depuis 65 ans. Un fameux élu de l'USFP. On va respecter l'âge canonique. On va respecter l'âge. Exactement. Donc, alors cette question de mercato politique n'est que la partie visible de l'iceberg. En fait, le mal de nos partis est beaucoup plus profond. La véritable question est dans que font les partis pour le renouvellement de leurs membres, de leurs dirigeants, etc. Malheureusement, les Marocains vont encore une fois devoir le constater, ce sont toujours les mêmes qui reviennent. Et c'est ça, véritablement, qui décourage les jeunes qui font de la politique sur les réseaux sociaux, sur Facebook. Ils ont des positions politiques très courageuses parfois, etc. Mais ils ne vont presque jamais aller l'exprimer au sein d'un parti parce qu'ils considèrent que les formations telles qu'elles sont aujourd'hui ne leur parlent pas. C'est-à-dire qu'en fait, le problème, c'est que
les gens qui arrivent, qui font cette transhumance, qui changent, qui passent d'un parti à l'autre, prennent la place de jeunes qui sont là et qui ont milité dans ces partis. Milité, alors ça dépend, il y a des degrés de militantisme dans les partis et dans d'autres partis, mais finalement ça les bloque, Hassan Alaoui. Moi je dirais, si vous permettez, d'abord je pars d'une phrase magnifique de Sa Majesté qui a dit que les élections, loin d'être une fin en soi, constituent un levier pour la mise en place d'institutions crédibles dont la vocation est de servir l'intérêt général, de plaider les causes nationales. Ça, c'est j'allais dire, c'est une feuille de route qu'il ne faut pas du tout prendre comme ça à la légère. Et donc, il faut respecter la volonté royale, parce que Sa Majesté nous a donné l'occasion d'avoir des institutions fortes, démocratiques, qui sont la base de toute réforme aujourd'hui. Et le Maroc en a besoin. Alors, moi, je dirais que j'allais dire, ces changements, si vous voulez, ces déménagements d'un parti à l'autre, n'est-ce pas, c'est vraiment une maladie congénitale, si vous voulez, de la politique, du système politique marocain. Il faut arrêter ça, parce que tout simplement, comme a dit Si Mohamed, ça empêche les jeunes d'avoir des ambitions, n'est-ce pas? Et c'est aussi du nombrilisme, tout simplement. Et il faut donc mettre fin à ce système, parce que tout simplement, on ne peut pas avancer. Donc, c'est une réforme que le roi demande au niveau national, mais c'est aussi une réforme qui doit s'opérer au sein des formations politiques, n'est-ce pas? Comment vous voulez, avec les défis qui vont arriver, n'est-ce pas? Avec toutes les problématiques qui sont devant nous, il faut quand même des structures et des forces différentes, nouvelles. Alors aujourd'hui, le souverain a fait le lien entre ces élections, les résultats de ces élections et le nouveau modèle de développement, n'est-ce pas? Et donc, le nouveau modèle de développement, c'est réellement une chance pour ce Maroc. Alors on va y arriver, Hassan, parce au que, nouveau modèle de tout développement. Simplement, il faut s'adapter et adapter le Maroc, ses structures, ses hommes, à cette nouvelle culture qui est en train de se mettre en place. Mais je reste avec vous. Si tous les pays, tous les partis s'inspirent du nouveau modèle de développement, où est la compétition électorale, où est la compétition idéologique, comment ça va se passer s'il y a un seul il y a énormément à faire. Je veux dire, les propositions contenues dans le nouveau modèle de développement, ce ne sont que des propositions, une feuille de route. Maintenant, c'est la connaissance de terrain. C'est la proximité des partis politiques avec la réalité du terrain qui fera la différence. Et c'est dans les propositions concrètes que les Marocains attendent qu'on verra la différence. Aujourd'hui, par exemple, il y a énormément de précarisation des emplois, notamment chez les sociétés des agents de sécurité, par exemple. C'est un exemple concret. Aujourd'hui, énormément d'agents de sécurité qui assurent la sécurité des biens et des personnes sur des bâtiments où il y a énormément de personnes et de biens, gagnent moins de 2000 dirhams. Je donne cet exemple pour ramener un petit peu les partis politiques sur terre. On a l'impression, en lisant certains programmes, qu'ils versent dans la théorie, qu'ils versent dans les idées globales. Il faudrait descendre plusieurs étages plus bas pour parler aux Marocains de la réalité qui le touche et proposer en conséquence des mesures concrètes. Si dans le nouveau modèle de développement, on parle de répartition de richesses, de création de valeur ajoutée en partant de la nouvelle économie, etc., les partis ont tout loisir pour faire travailler les ménages de leurs dirigeants et de leurs partisans pour sortir de ça des mesures concrètes. Alors, je vais vous laisser avec les mesures. Je vais vous poser une question sur les mesures à faire. Mais avant, je voudrais avoir votre avis sur le nouveau modèle de développement. Vous voulez dire quelque chose. Et après, si vous étiez chef de parti, si vous étiez candidat, quelles seraient les mesures que vous préconiseriez dans les 100 premiers jours? Mais ce sera plus tard. Je vais d'abord enchaîner sur quelque chose avant d'en arriver à ce que vous dites. C'est qu'il faut
un véritable aggiornamento, comme on dit, ou bien une perestroïka, comme disait Gorbatchev, au sein des partis. Elle n'existe pas. C'est les mêmes figures, c'est pratiquement les mêmes slogans, les mêmes programmes. Et si vous permettez, je ne suis pas en train de faire la campagne pour le RNI, le seul parti aujourd'hui qui... Vous n'avez pas le droit de faire la campagne pour le RNI de toutes les manières. D'accord. Qui a chiffré, qui a donné des chiffres au point près, c'est quand même ce parti, celui-là. Les autres, on attend. Il y a encore des gens qui en attendent. Je ne peux pas vous laisser dire ça, Hassan Alaoui. Les autres partis ont aussi donné des chiffres, ont aussi donné des taux de croissance. Pas aussi détaillé. Je veux dire le programme d'engagement social. C'est de ça que je parle. Ce n'est pas les rapports sur le pays. Les électeurs jugeront. D'accord. Alors, je reviens au comment on appelle ça, donc, au modèle de développement. Le modèle de développement, il s'est inspiré de quoi? Il s'est inspiré d'un rapport sur le cinquantenaire publié par le marhoum à l'époque, sous la direction du marhoum Meziane Belfaqih, en 2003. Aujourd'hui, on voit le long terme et les partis politiques sont obligés de s'inscrire dans cette nouvelle dynamique, n'est-ce pas, du modèle de développement que Sibel Moussa propose et que Sa Majesté a validé. C'est ça le plus important. Il faut que les partis lisent. Voilà. Il faut lire le rapport du nouveau modèle de développement, s'en inspire et le ramène vers des réalisations de terrain, des propositions de réalisation de terrain. Alors, d'abord, c'est Mohamed. Si vous étiez en situation, 5-6 mesures à faire. Première mesure, alors si j'étais... Allons-y. Première mesure, c'est d'abord que moi, parti politique, je dirais que mon chef de parti ne doit pas être Premier ministre. Ce n'est pas à vous de décider. Mais non. C'est pas à vous. Je le propose. C'est le chef de l'État qui choisit le chef du gouvernement selon l'article 47 de la Constitution. Ça vaut. Regarde. Non. Alors, le chef de le chef de parti. On laisse terminer. Exactement. Oui. Alors, c'est une proposition. Vous m'avez demandé mes propositions. Oui, allez-y. Oui, c'est une proposition. Proposition constitutionnelle. Exactement. L'autre proposition, et après, les textes sont faits pour être changés, etc. Parce qu'on a vu que quand le secrétaire général est Premier ministre, il y a une confusion de genre. Certaines positions de Saad Lasmani, quand il les a prises à un certain moment, on ne savait pas s'il les prenait en tant que chef de parti ou en tant que Premier ministre, etc. Et il était gêné parfois, en étant chef de parti, de prendre certaines positions qui ne sont pas acceptées, etc. C'est pour ça que les aléas des majorités. Voilà, donc c'est une question que je... Hétéroclite. L'autre, c'est d'aller vers ce projet, ce nouveau chantier de Rennes, qui est Génération Green, c'est la génération verte, lancée par Sa Majesté, là encore, comme étant une feuille de route, et qui attend d'être concrétisée. Et pour les partis, il y a un chantier énorme de propositions, de start-up agricoles, etc. Mais alors, il faudrait que ça soit formalisé, que ça soit clairement expliqué aux jeunes pour qu'ils aillent former cette nouvelle classe moyenne rurale, parce qu'aujourd'hui, et la crise pandémique l'a bien montré, l'avenir se situe dans le monde rural, pas forcément dans l'urbain. Alors, une création d'une classe moyenne d'un million de personnes environ. Je lutterai foncièrement contre la précarisation. Je veillerai absolument pour que les entreprises déclarées, etc., respectent le code du travail, parce qu'il y a encore énormément de dépassement. Et sous prétexte que les entreprises créent de l'emploi, on ferme parfois les yeux pour les laisser faire n'importe quoi. Et certains malheureux incidents, tels celui survenu à Tanger, il ne faudrait absolument pas qu'on attende qu'il y ait des morts. Donc vous préconisez le respect de la loi, à la limite, c'est ce qui devrait être la norme, ça. Mais alors, avec plus de recrutement d'inspecteurs de travail pour que
l'inspection de travail se fasse sur le terrain à grande échelle. Et puis, j'encouragerai, mais foncièrement, ce magnifique projet, aujourd'hui porté par le Maroc, d'être un grand producteur d'hydrogène. J'encouragerai l'enseignement du nouveau savoir, l'intelligence artificielle. Je ferai je parle, c'est très prétentieux en disant jeu, etc. Mais vous m'avez poussé à faire cet exercice. Vous répondez par jeu. Voilà. Vous me poussez à cet exercice. Je ferai des universités, des écoles, un vivier de nouvelles idées pratiques. Il faudrait qu'il y ait des propositions de projets, d'entreprises depuis l'école. Il faut voir les ouvriers dans leur usine, voir les pilotes. Alors c'est bon. Voilà. Alors, Hassan Alaoui, à vous maintenant. De dire quoi? De dire quelles seraient les mesures que vous prendriez. Alors, moi, j'adhère. Ce n'est pas un reproche, mais vous êtes quand même resté dans le vague. Dans les grands principes. Mais ramener les écoliers dans les Indes, c'est oui, là, très concret. Ça, c'est concret, ça. Moi, j'adhère entièrement à ce beau chapelet de propositions, évidemment, parce que l'écologie, aujourd'hui, c'est important. Je vous poserai la question différemment, Hassan Alaoui. Au lieu de vous dire si vous étiez vous en situation, je vous dirais si vous étiez vous en train de conseiller un chef de parti parmi ceux qui pourraient être un jour en situation d'être à la tête du gouvernement. Vous diriez quoi? Quelles seraient les choses qui feraient? Je dirais prioritairement aujourd'hui. Intéressant à dire aux gens. Prioritairement aujourd'hui, c'est renforcer le chantier extraordinaire que Sa Majesté a ouvert sur ce qu'on appelle, j'allais dire, la politique sociale, c'est-à-dire tout ce qui est la couverture, protection et tout ça, c'est d'aller très très fort, vite, parce que c'est la base de la confiance sociale et sociétale. Donc j'irai dans ce sens. Deuxième chose, je renforcerai la politique sécuritaire du Maroc. Elle est ce qu'elle est, elle est très bien même, louée de par le monde et tout, mais j'irai encore plus fort dans ce sens, n'est-ce pas? Au niveau, si vous voulez, des frontières, de nos frontières, n'est-ce pas? Et nos frontières ne sont pas uniquement physiques ou terrestres ou quelque chose, nos frontières aussi, c'est dans les mentalités, n'est-ce pas? Travailler dans ce sens pour aller de l'avant, n'est-ce pas? Et ouvrir encore plus une grande brèche en termes d'investissement, en termes d'engagement concret, de solidarité avec les pays du Sud, avec les pays africains. Parce que consolider la base, méridionale du Maroc, c'est aussi donc renforcer le front interne et renforcer notre force par rapport verticalement vers l'Europe. Alors c'est vrai que vous avez raison de parler de ça, Hassan Alaoui, parce que les partis en général ne parlent pas de ce genre de choses, ne parlent pas de la diplomatie, ne parlent pas du renforcement sécuritaire, ne parlent pas des frontières, ne parlent pas de... Voilà. Ça ne les intéresse pas et pourtant ce sont notre prolongement, notre ancrage africain est important. Alors bon, merci pour cette fiction, si j'ose dire, chacun dans une situation. Revenons à des choses plus concrètes. On parle d'argent dans cette campagne électorale, de pré-campagne électorale, de beaucoup d'argent qui est utilisé et qui se déverse. Alors la campagne n'est pas encore commencée. La campagne n'a pas encore commencé. De l'argent de la campagne qui est légal, puis qui est illégal, qui circule. Alors c'est trop facile de dire l'argent circule, etc. Voilà, moi, je tiens au mot, par exemple, les chefs de parti qui osent tenir ce discours pour présenter les preuves de ce qu'ils avancent. Si tel utilise l'argent, il faut absolument montrer que, voilà, soit par des témoignages, soit aujourd'hui tout le monde filme, tout le monde, etc., pour montrer où est l'argent, parce qu'on parle d'argent sale, on parle de tout, etc. Il faut préciser que la vidéo qui était sortie il y a une quinzaine de jours sur quelqu'un qui distribuait de l'argent juste avant les élections professionnelles, la vidéo est sortie, elle a fait le tour des réseaux, elle a été vue par le parquet, une enquête a été ouverte, jugement a été... Tout a été fait très vite, donc voilà. Vous appelez aux preuves. Oui, c'est ce qu'il faut. Exactement, mais dans ce cas de figure, bien sûr, on l'a vu, c'était prouvé, et la justice a fonctionné rapidement, et on voit bien que le Maroc ne lésine pas sur les moyens pour que le processus démocratique soit le plus propre possible. Aujourd'hui, c'est une volonté royale, c'est une volonté citoyenne,
n'importe quel Marocain voilà. Ok, mais il n'y a pas de fumée sans feu. Mais clairement, je ne sais pas de dédouaner quiconque. Bien sûr qu'il y a personne. Le plus paradoxal, c'est que les partis ou les chefs de parti qui dénoncent, je veux dire entre guillemets, ou qui se plaignent de la corruption et de l'argent, eux-mêmes en demandent. Exactement. Parce qu'ils vous disent que je n'ai pas les moyens de mener ma campagne électorale. Alors vous comprenez, il y a quand même quelque chose de... Moi, je fais confiance à la justice, à ce qui s'est passé là, dans la fameuse enquête. Et il faut renforcer les instruments d'aide. Et la justice, elle est là parce que nous avons quand même un patron de la justice aujourd'hui qui s'appelle Ben Abdel Nabaoui, auquel il faut rendre hommage, à son équivalent, je veux dire, dans la police qui s'appelle Sihmouchi aussi. Non, mais attendez, évidemment. Non, mais c'est important ça. Non, je sais que c'est important. Alors, je souligne simplement et je laisse la parole. Ces histoires d'irrégularité des élections, c'est fini depuis 2003, depuis l'arrivée, je veux dire, sur le trône de Sa Majesté. On ne parle pas de la régularité, on parle de l'usage de l'argent. Mais l'argent, on donne de l'argent. Il y a une polémique là-dessus. On ne peut pas faire l'impasse. C'est simple. Et aujourd'hui, on parle tous d'argent. On donne de l'argent, on exactement. Mais les autres. Mais aux citoyens aussi d'assumer sa responsabilité, parce qu'on a beau jeter le propre sur les partis, etc. Les partis sont formés des citoyens. Je veux dire, quiconque voit, assiste à ou remarque qu'il y a usage d'argent doit le dénoncer. Sinon, il devient complice d'un système. Vous l'avez dit, tout le monde a un téléphone, tout le monde a un smart, tout le monde peut filmer. C'est très facile aujourd'hui, voilà. Ça. Et puis, s'il y a de l'argent, c'est qu'il y a quelqu'un qui le prend. Quelqu'un qui le donne. Et quelqu'un qui le donne. Bon, celui qui le donne, c'est, je veux dire, c'est le criminel. Voilà. Mais l'autre l'autre partie, c'est le campé aussi. Et on doit se poser la question. Mais aujourd'hui, les citoyens doivent quand même militer pour des élections propres. Et ils ont leur rôle, c'est mon message, ils ont leur rôle à jouer. Il ne faudrait pas continuer. Là, on verra énormément de commentaires sur les réseaux sociaux disant que ils sont tous chez Ouïa, ils sont tous sales, etc. Non, c'est les mots dits comme ça, c'est Ada. Mais quelle responsabilité assumons-nous à titre personnel pour qu'il n'y ait plus jamais ça? C'était votre message. Votre dernier mot, vous avez moins d'une minute pour le dire. D'abord, il faut en finir avec cette histoire des réseaux sociaux qui se substituent à la justice ou qui font la loi. Parce que c'est le cas aujourd'hui. Non, je ne peux pas vous dire ça. Je ne peux pas, encore une fois, Hassan. Alors, écoutez, je suis désolé. Je suis aussi marocain que les réseaux sociaux, c'est bien. Mais les réseaux sociaux dénoncent. Ils n'ont pas jugé, mais ils ont dénoncé. Oui, mais là, ils dénoncent et ils jugent. Ils vous condamnent tout de suite un individu. Deuxième chose, avec des preuves, l'histoire de l'argent, il faut arriver un jour quand même à réglementer ou à réformer l'histoire de l'argent. Parce que dans tous les pays, que ce soit les États-Unis, la Chine et tout, il y a l'argent qui circule dans les élections. Donc, plutôt que de prendre le problème à l'envers ou par la queue, pardonnez-moi l'expression, il faut aller dedans et renverser, je veux dire, la vapeur et réformer ce système de l'argent. On ne peut pas, et dire qu'on ne peut pas, à la limite, changer la donne de l'argent dans les élections. Merci, le message est clair. C'est le nerf de la guerre. Le message est clair et le principe est toujours le même. Il faut aller voter. Et plus on sera de personnes à aller voter, et plus on pourra combattre ce genre de pratiques. Merci de nous avoir suivis. À la semaine prochaine.